Bonjour à tout le monde. Je vais tout d'abord me présenter. Je suis Yves Gabory. Je suis technicien depuis plus d'une vingtaine d'années sur la question des arbres et de la participation des arbres dans les systèmes agricoles, mais aussi sur les territoires. En quoi ces arbres peuvent apporter et améliorer les productions, les performances, mais en même temps, comment, selon nos territoires, selon nos régions, ils nous caractérisent, ils caractérisent ces espaces, et comment on arrive à maintenir cette identité locale au travers de chaque région. Et cette affaire d'identité locale, en fait, c'est bien une affaire humaine, puisque l'organisation des arbres d'une région à l'autre, moi je suis du sud-ouest de l'Anjou, et j'ai vu en venant ici ce matin un certain nombre de paysages bien différents que j'ai traversés pour arriver jusque dans le vôtre. Et évidemment, si on prenait une photo d'un de vos paysages assez caractéristiques et qu'on comparait avec chez moi dans les Mauges, on aurait de grandes différences. Pourtant, on est dans deux espaces agricoles où l'arbre est organisé, où on a vraisemblablement une bonne partie des essences qui sont communes, le chêne pédonculé et autres, mais malgré tout, ça donne des paysages, une représentation qui est différente. Tout ça parce que ce sont des choix humains de conduire les arbres et de les mettre d'une façon ou d'une autre et de les associer. Donc, traiter de la question de l'arbre, si on ne met pas l'homme au cœur du sujet, eh bien on n'y arrive pas. C'est-à-dire que si c'est qu'une question technique qui va descendre, évidemment, ça ne fonctionne pas parce qu'on est à la fois sur du vivant, on est à la fois sur du long terme. Il va falloir qu'il y ait de la compatibilité avec l'ensemble de tout ce que vous allez y faire. Et il va falloir aussi que chacun intègre à la fois les avantages et les bénéfices qu'il peut en avoir, à la fois aussi les devoirs d'entretien ou les nécessités d'entretien qu'il va y avoir à mener pour entretenir ces paysages. Donc c'est toute cette approche-là que, pour nous, on développe depuis plus d'une vingtaine d'années à Mission Bocage, donc dans le sud-ouest du Maine-et-Loire. Mais on n'est pas isolé. Vous voyez sur la diapositive un petit logo arbre et haie champêtre. Il y a eu en 2006 un réseau national qui s'est constitué et qui regroupe plus d'une centaine de structures de ce genre. Le dénominateur commun étant le fait que nous cherchons évidemment tous, dans nos régions respectives, à faire que l'arbre soit un outil de développement. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un mot qui est apparu dans notre vocabulaire il y a un peu plus 5 à 10 ans pour les plus anciens, enfin qui est devenu assez généralisé depuis une petite dizaine d'années, on va dire, qui est l'agroforesterie. Donc je vais vous dire déjà ce que certains entendent par agroforesterie et ce que d'autres entendent, parce que on n'a pas été très clair dans la communication et pour certains, ça répond à des choses et pour d'autres à d'autres choses. Et puis, je vais vous parler évidemment du lien qu'il peut y avoir et de la pertinence qu'il peut y avoir à développer les systèmes agroforestiers avec l'agriculture biologique. Et j'avais mis, si vous prenez les actes, dans ma présentation, là, dans mon texte, une phrase introductive qui était de dire qu'on pouvait faire de l'agriculture biologique sans les arbres. C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile que de faire de l'agriculture biologique avec les arbres. C'est comme courir un 100 mètres avec des chaussures de plomb, si vous voulez. On va peut-être arriver aux 100 mètres, mais on n'aura pas des bonnes performances ou pas celles qu'on pourrait développer nous, sans pour autant se comparer à Bolt ou aux champions. Vous voyez ? Donc c'est un peu ça l'idée, c'est ça l'état d'esprit, et c'est en ça qu'il faut, et pour autant la recherche ces 10-15 dernières années nous a apporté énormément d'informations et de connaissances et de confirmations de tout un tas d'effets qui étaient pressentis par certains. Je vais faire d'abord une présentation sur
la question de l'agroforesterie dans ses fonctions, hein, à quoi ça sert, etc. On pourra à la limite s'arrêter de temps en temps pour voir s'il y a des questions sur les parties techniques. Et puis après, je vais, dans un deuxième temps, beaucoup plus parler de comment mettre en place l'agroforesterie. D'accord ? Alors, la première question, c'est de se dire, finalement, vous allez le voir au travers des diapos derrière, que les arbres ont beaucoup d'effets et beaucoup d'impact sur les productions à côté de ces arbres, que ce soit des prairies, des cultures, etc. Mais ces cultures ou ces prairies ont aussi beaucoup d'impact sur le développement des arbres. Et donc, on peut se poser la question, faut-il mélanger ou séparer les choses comme la diapo pose la question. Bien évidemment, vous allez découvrir au fur et à mesure qu'il va falloir beaucoup plus mélanger et mettre les arbres au plus près de vos productions. Plus vous les mettrez auprès des productions, plus vous aurez les interactions et l'efficacité. Plus vous allez séparer, plus vous allez atténuer l'efficacité des uns vis-à-vis des autres, parce que ce qui fonctionne, c'est le binôme, c'est la combinaison des deux. Et plus vous allez à la fois perdre en production, en efficacité, et plus ça va vous demander de l'espace. Alors j'en arrive sur cette fameuse question de l'agroforesterie. Vous avez vu là, et vous voyez dans cette représentation, des alignements d'arbres, là en l'occurrence des peupliers, avec des céréales entre ces peupliers. Ces alignements sont plus ou moins espacés. Là, la diapo parle de 18 à 52 mètres, hein, et un espacement sur la ligne de 5 à 12 mètres pour les arbres. Cette définition de l'agroforesterie, qui est une définition de ce qu'on appelle, nous, en France, l'agroforesterie intraparcellaire, c'est-à-dire un des systèmes. Mais si on commence à réfléchir à interaction entre arbres et production, il y a évidemment bien d'autres systèmes. Les systèmes bocagers, propres notamment à l'ouest de la France, que vous connaissez certainement, hein, c'est pré-clos de haies, où il y a évidemment des interactions entre la présence des haies et ce qui se passe dans les champs. Et bien d'autres combinaisons, les pré-vergers. Pour les Normands, le système pré-verger, c'est un système agroforestier où on met sur le même espace agricole plusieurs productions avec la participation des arbres. Voilà. Donc, tantôt, je vais vous parler plutôt de l'approche globale avec la haie, le pré-verger, l'agroforesterie intraparcellaire ou d'autres formes. Et dans pas mal de mes diapos, je vais vous présenter des résultats de ce qui est mesuré en intraparcellaire. Pourquoi ? C'est parce que, en ce moment, en France, l'essentiel des moyens de recherche sur le sujet de l'agroforesterie est concentré sur de l'intraparcellaire. Et notamment au travers d'un centre de recherche de Restinclières qui est basé à Montpellier, hein, qui est une station de recherche où il y a 200 hectares d'agroforesterie contrôlés, surveillés sur tout un tas de paramètres en permanence, avec toutes les productions, de la vigne, des céréales, des prairies, enfin tout ce que vous voulez. Et donc évidemment, quand on veut attester d'un échange, d'une interaction, on se base sur ces résultats-là. Alors la première des choses, c'est la production. Moi, je suis forestier de formation et à l'époque, on m'a inculqué quelque chose que je croyais dur comme fer, c'était que les arbres poussaient très bien quand ils étaient entre eux, hein, et qu'il ne fallait pas mettre des céréales ou les mélanger avec n'importe quoi. C'était là qu'ils étaient le mieux, dans la forêt. Et c'est là qu'on était capable de faire des beaux arbres, et en quantité et en qualité, et que les cultures fonctionnaient bien aussi entre elles. Donc on séparait les choses. Et il a fallu que je prenne une claque, c'est-à-dire qu'effectivement dans mon esprit, je remette en cause ce principe, cette certitude qui nous avait été assénée sans aucune possibilité de la remettre en cause. C'était tellement vrai, tellement partagé par tout le monde à l'époque, pour que je vienne à l'agroforesterie.
Et comment j'ai découvert ça? C'est notamment par les échanges des réseaux, mais par des visites de terrain où vous voyez des arbres qui ont été plantés il y a 40 ans, hein, dans deux espaces contigus, on va appeler ça deux parcelles voisines, les mêmes essences, les mêmes plants, le même fournisseur, plantés par la même personne le même jour. Et vous voyez les arbres qui sont dans le milieu des champs et des cultures, qui se portent à merveille, qui font le double de volume, qui sont bons à récolter, et ceux qui sont dans le taillis voisin, qui sont maigres, pauvres et qui ont du mal, qui souffrent, etc. Et ça, vous le constatez une fois, déjà ça vous remet en cause, et puis vous allez en voir une deuxième fois, puis une troisième, et puis tout d'un coup vous voyez des résultats, des mesures, et vous vous dites, effectivement, il n'y a pas à dire, ça fonctionne mieux quand on mélange. J'insiste un petit peu sur cette histoire de séparation ou de mélange, notamment sur la consommation en espace. Aujourd'hui, l'évolution des territoires fait qu'on consomme, qu'on grignote tous les ans un peu d'espace agricole, hein, pour des routes, pour l'extension urbaine, pour tout un tas de choses, ce qui fait que l'espace va devenir rare et cher, si ça ne l'est déjà, que ce soit pour la production agricole, mais que ce soit pour les autres choses. Parce qu'on consomme de l'agricole, mais on consomme un peu de forêt, on consomme de tout ça. Et notre vision, notre approche séparée fait que, eh bien, à chaque espace, on lui affecte une mission principale. On va consommer de l'espace pour produire de la nourriture. À côté de ça, on commence déjà à imaginer de consommer de l'espace pour produire de l'énergie, hein, ces champs solaires ou des taillis à courte rotation ou tout ça. À côté de ça, excusez-moi, il va falloir aussi de l'espace pour du loisir, du récréatif, puisque finalement, dans tous ces espaces de production, c'est pas toujours hyper compatible avec les loisirs, la rando, la moto, le je ne sais quoi, donc il va falloir encore consommer de l'espace, etc., etc. Et de plus en plus d'espace aussi, en bout de chaîne quand même, pour rectifier toutes les erreurs de cette séparation. C'est-à-dire que cette séparation fait qu'en sortie de parcelle, on a besoin d'épurer ce qui en sort. Hein, vous le savez très bien, notamment en Bretagne, malheureusement, pour les écosystèmes. Donc, cette notion de séparation de l'espace fait que ça va devenir très tendu et qu'à un moment donné, soit on ne va pas être capable d'assurer les productions qu'il va falloir ou tous les services qu'il va falloir sur les attentes, vis-à-vis des attentes et des objectifs, soit du coup, c'est globalement l'espace global qui va manquer. Ça rejoint une notion que vous avez dû entendre ailleurs, qui est la notion de la planète. Aujourd'hui, notre rythme de vie nous demande, sous cette approche sectorisée, plus d'une planète. La Terre est plus assez grande, là c'est depuis peu qu'on a passé le cap et que notre façon de vivre oblige de plus d'une planète. C'est-à-dire que là, ça y est, on est dans un système où ce qu'on consomme aujourd'hui, on l'emprunte déjà à l'année prochaine. Et à un moment de temps, ça va coincer. Le fait d'associer les productions, eh bien, du coup, on va atténuer l'espace. Pourquoi ? Parce qu'on va consommer 5% de la surface agricole à peu près par la présence des arbres. Et ça va produire beaucoup plus. Voilà la fameuse diapo qui produit le plus. C'est ce qu'on appelle le land équivalent ratio. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est dans le système séparé. Entre l'agriculture et la forêt, on ne mélange pas les choses. Et ce qu'on fait d'une façon séparée pour 160 hectares, eh bien on va produire la même biomasse pour 100 hectares si on le fait en mélangé. D'accord ? Ça veut dire qu'effectivement, à l'hectare, on va augmenter la performance et la productivité de chaque partie. Alors ça s'explique, ça, hein, et on va le voir tout à l'heure. Donc vous avez la même chose là sous forme de la courbe. Ça, c'est effectivement le rendement si on n'avait qu'une seule, le rendement céréale si on n'avait que de la céréale. On prend les fameux 5% de surface, donc on produit moins les céréales, évidemment. Et par contre, on insère des arbres. Et donc du coup, on voit très bien que ce qu'on produit en volume, en temps cumulé, en céréales, va être impacté par la présence des arbres et va commencer à chuter.
d'accord? Mais en même temps, la production du bois va augmenter. Et du coup, l'avenir de ces parcelles-là, ça va être un pilotage pour savoir jusqu'à quand j'accepte cette diminution de production sur mes cultures, hein, par rapport à ce que je gagne sur la valeur bois. Mais on s'aperçoit que c'est une diminution qui est plutôt décalée. Ça, cette courbe-là, elle est vraie pour 50 arbres à l'hectare. Je ne l'ai pas mise là pour ne pas avoir un PowerPoint surchargé, mais si je vous présentais la même courbe avec 70 arbres hectares, ça chute plus vite et plus rapidement au niveau des céréales. D'accord? Donc ça veut dire que cette affaire-là, c'est vraiment une question d'équilibre et qu'il va falloir super bien maîtriser notre installation de départ. Je vais faire 3-4 gros chapitres. Je vais faire notamment un chapitre sur l'eau, parce que c'est là qu'il y a un certain nombre d'effets qui sont importants. Et notamment en hiver, quand on passe d'un sol où il n'y a pas d'arbres, enfin d'une parcelle où il n'y a pas d'arbres, hein, même s'il y a des haies autour, mais si à l'intérieur de cette parcelle, on est sur, je sais pas moi, 7, 8, 10 hectares, on a quand même ce phénomène de manque de système arboré et racinaire au cœur de la parcelle. Et donc, la présence des arbres, ça va permettre un plus grand stockage d'eau l'hiver, fin d'automne et hiver, dans votre sol de votre parcelle. Plutôt que d'avoir du ruissellement et plus de ruissellement, d'érosion, vous allez avoir ce stockage. En hiver, d'accord? C'est lié à quoi? C'est lié à la fissuration par les racines, hein, tout à fait. Beaucoup plus en profondeur que ce que peuvent le faire les cultures, évidemment. Et on va parler enracinement tout à l'heure, vous allez voir. Pourquoi on fait ce type de dessin? Pourquoi j'ai pas des racines d'arbres ici? Ça, c'est vachement important. Ce qui fait qu'on n'a pas de racines d'arbres ici, c'est pas l'homme, c'est pas notre travail mécanique, ce sont les cultures. Et vous aurez une diapo des enracinements tout à l'heure qui vous montrera bien ça. Donc des racines qui vont permettre la fissuration, hein, et puis du coup, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, le fait de mettre des racines en profondeur, bah, c'est intégrer de la matière organique fraîche en profondeur, donc c'est activer de la dégradation de cette matière organique, et cette dégradation bah, elle se fait à partir de ce qu'on appelle la microfaune du sol. Cette microfaune, elle se déplace dans le sol et elle aère. Voilà. Et si vous augmentez la porosité, bah, vous augmentez le stockage. Donc là, vous l'avez en chiffré, ça c'est Restinclière, voilà. Hein. Vous stockez 100 mm d'eau de plus sous des noyers de 12 ans. Voilà. Et 200 sous des peupliers de 12 ans. Donc vous avez ici les tableaux avec les stockages en mètres cubes supplémentaires. Ça, c'est ce qu'on stocke en hiver. Mais du coup, on va voir comment l'arbre, l'été, se comporte vis-à-vis de l'eau. On a nos rangées d'arbres qui sont plus ou moins espacées. Et à l'intérieur, on fait nos cultures, notre prairie, bon bref, nos productions. C'est très simplifié. Hein. Je vous expliquerai aussi qu'on peut donner plus d'intelligence au système et complexifier les systèmes, et ils sont encore plus performants. Mais on préfère les simplifier au début dans la présentation. Du coup, 6 mois se sont passés, on est arrivé en été. Qu'est-ce qui se passe? Il fait chaud, donc on a une végétation qui va transpirer, hein, qui va subir les températures et le taux d'humidité dans l'atmosphère. Et ça, c'est très très important, c'est-à-dire qu'avec la présence des arbres, on va atténuer cette affaire-là, des fois de 2-3 degrés par hectare. Plus on met dense, plus on l'atténue, mais il faut aussi trouver le fameux équilibre pour que ça pousse, pour que tout ce que je vous ai dit. Hein. Donc, on va des fois l'atténuer, pas forcément sur des grandes variations, mais elles vont avoir un rôle essentiel.
notamment à la période de remplissage des grains pour les céréales. Cette période du remplissage des grains, c'est fondamental. Il faut absolument pas que les grains soient sous des trop grosses chaleurs ou dans une atmosphère trop sèche. C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé là, cette année, en partie, parce que, du coup, on avait des blés, notamment chez nous, je ne sais pas d'où vous êtes tous, mais par chez nous, qui étaient très prometteurs au printemps. On disait, ça va être beau, ça devrait bien donner. Et puis finalement, ça n'a pas été si extraordinaire que ça, malheureusement. Donc on est sous cet effet-là. Et donc, ce que je vous dis quand le blé ne se remplit pas par cet effet de température et de chaleur, ça s'appelle l'échaudage. C'est quelque chose qui était très connu et qui est très connu, maîtrisé, en gros, en dessous de Bordeaux pour les céréaliers, hein, mais qui, avec ce fameux réchauffement climatique, etc., commence à être quelque chose qu'on vit aussi chez nous. Donc il va falloir veiller à atténuer ça. Et nos scientifiques, toujours pareil, l'équipe à Christian Duprat là, de Montpellier, nous ont montré que finalement, et pour ceux qui connaissent Marc Dufumier ou qui ont entendu ses conférences, il nous dit la même chose, nos végétaux que l'on cultive n'ont besoin que de 50% de la lumière qui est disponible. Donc ce n'est pas en apportant un couvert partiel qu'on va aussi trop fortement atténuer la production en dessous. Si vous êtes au-delà du 50% de lumière, là vous allez commencer à atténuer. Donc là, vous avez des résultats, voilà, hein, ils ont été bien mesurés. Du coup, on consomme 16% de moins en eau, et voilà les chiffres que je vous disais. Alors là, on arrive sur un deuxième effet, c'est que les arbres étant ici, ils vont, de par la chute des feuilles l'automne, etc., renforcer la matière organique, hein, le paillis, en surface. Et ce paillis étant renforcé en surface, évidemment, vous savez tous l'effet du paillage l'été, par rapport à n'importe quelle culture ou par rapport au massif ou peu importe, votre jardin, on a du coup une meilleure rétention de la fraîcheur, etc. Donc on a ce deuxième effet-là des arbres en été. Le premier, c'était on diminue les températures, le végétal transpire moins. Le deuxième, c'est qu'on a un paillis qui est là et qui va apporter son effet de paillage. Et donc contribuer aussi à mieux valoriser ou mieux se comporter dans le début de la période de sécheresse. Et alors le troisième effet l'été par l'arbre, c'est un effet mécanique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les racines descendaient en profondeur et que le fait qu'elles descendent, eh bien, ça bouleverse un peu, ça aère, ça fissure en profondeur. Cette aération profonde stocke en hiver l'eau, et donc on a une fissuration, que ce soit par les racines ou par la microfaune, sur tous les échelons de notre sol, et on a l'effet que vous connaissez tous, de la pierre de sucre dans le fond de la tasse à café. La pierre de sucre, c'est notre sol aéré. Le fond de la tasse à café, c'est la réserve d'eau qu'on a ajoutée tout à l'heure en hiver. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Le café remonte dans le sucre. Parce qu'en surface, on a une aération et des agrégats qui sont ajourés, mais qui sont plus secs. Ah, ça, c'est pardon. C'est le phénomène de capillarité remontée par la capillarité de l'eau. Et on a un deuxième phénomène qui est lié aux arbres, c'est que quand on a des arbres qui ont un enracinement sur plusieurs niveaux de sol, et que ces arbres-là ont une partie de leurs racines dans les parties sèches. L'arbre étant capable de puiser de l'eau dans les parties profondes avec ses racines profondes, va en puiser et va aller redistribuer sur ses racines de surface de l'eau pour qu'il évite de les faire mourir.
Cette eau va être aussi diffusée un peu autour dans la partie du sol. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur hydraulique au niveau de l'arbre. Donc on a en été une conjonction de tout un tas de phénomènes vis-à-vis de l'eau qui fait qu'on a une plus grande assiette de fraîcheur, je dirais, notamment au début d'été. C'est évident que si vous êtes pendant, je ne sais pas comment ça a été ici, mais je vois chez nous, là on s'est pris 2 mois et demi avec sur les 2 mois et demi 3 mm d'eau. L'arbre va faire l'effet, mais il y a un moment de temps, l'arbre comme le reste, il va en pâtir. Ça a des limites comme tout le vivant. Là, c'est encore des chiffres. Je vous laisse le temps de découvrir ça. Évidemment que l'arbre, en même temps, il va avoir des effets plutôt vis-à-vis de la qualité de l'eau, ou ce que je vous parlais tout à l'heure, ce qui se passe dans la parcelle, il y a des fois du transport par l'eau qui sort de la parcelle, de molécules, l'azote. En bio, non, il n'y a pas de phyto, mais il y a des fois des phytos en conventionnel, etc. Et que finalement, l'arbre étant au plus près du début de cette fixation ou de cette accaparation de ces molécules par l'eau avant qu'elles sortent de la parcelle, elles vont être consommées et épurées par les arbres. L'impact aussi des arbres, alors je vais revenir en arrière. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ces arbres-là, maintenant on en est sûr, il ne faut pas mettre qu'une seule essence. D'accord ? Il va falloir chercher à mettre 5, 6 essences, peut-être plus. Bon, plus on en met, plus il faut savoir les conduire, les associer, donc ça devient un petit peu complexe. Mais toujours est-il, plus on va en mettre, plus les floraisons, par exemple, vont être étalées. Vous voyez ? Plus tout ce qui va vivre autour de chaque espèce va être présent. Et de ce fait, si on parle de fécondation par les insectes, eh bien, on va offrir une capacité de nourriture beaucoup plus étalée dans l'année à nos insectes pollinisateurs, et donc on va garantir leur présence. Aujourd'hui, au milieu d'un champ de 15 hectares, qui va offrir de la nourriture à des pollinisateurs que 15 jours ou 3 semaines, ça va être très très difficile d'espérer que simplement avec leurs petites ailes, ils vont venir au cœur de cette parcelle en quantité suffisante. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne seront pas en quantité suffisante à proximité. Et pourquoi ils ne sont pas en quantité suffisante à proximité ? C'est parce qu'on n'a pas les habitats et l'assiette, le bol de nourriture présent pour justement garantir les successions de générations des pollinisateurs. Ce qui est vrai pour les pollinisateurs, c'est vrai aussi pour une bonne partie des auxiliaires. Donc on va avoir effectivement une augmentation de la fécondation, qui va être le fait et le phénomène d'une augmentation des quantités du vivant sur votre espace, dans vos parcelles. Et puis alors, vis-à-vis des maladies, là c'est aussi très intéressant, c'est que dès que vous commencez à mettre ce genre de choses, vous allez créer et ramener beaucoup plus d'espèces que vous ne le pensez, parce qu'il y a celles qu'on voit évidemment avec l'arbre qu'on plante, mais il y a celles qui vont vivre dans le haut de l'arbre, il y a celles qui vont vivre sur la bande d'alignement de l'arbre, il y a tout ce qui se passe dans le sol, etc. Et tout ça, ça va complexifier le milieu. Et qu'on ait des attaques de cryptogames ou qu'on ait des ravageurs, invertébrés, peu importe, si vous avez un milieu pour lequel, tous les ans, on remet tout à plat, par le chimique ou par le labour ou par tout un tas de techniques, et du coup, on réinstalle qu'une seule plante, eh bien, à ce jeu-là, c'est le ravageur qui gagne. C'est le cryptogame qui gagne. Il ira toujours plus vite. Si par contre, vous mettez vos cultures dans un espace diversifié et complexifié, eh bien, le cryptogame ou le ravageur sera présent,
mais il sera sous pression de tout le vivant qu'il y aura autour. D'accord? Je vais vous donner juste un seul exemple ou deux. En Belgique, il y a des gens qui ont constaté, simplement par observation, ils faisaient des fruitiers, des pommiers, en l'occurrence, très denses. Une taille, mais je peux vous dire que l'aération circulait mal. Si je dis ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'arbo et puis la culture arbo. Souvent, on demandait d'aérer pour éviter les champignons, etc. Et ils avaient évidemment des attaques. Mais au fur et à mesure qu'ils ont vu certaines plantes se développer dans ces parties-là au niveau du verger, ils ont vu les cryptogames disparaître. Quand on a commencé à regarder un petit peu ces plantes-là, on s'est aperçu que c'était des plantes qui, naturellement, dégageaient du soufre. Voilà. Donc on trouve, au travers de toutes les associations naturelles, des choses qui vont contrecarrer, qui vont empêcher un surdéveloppement ou un très fort développement des ravageurs. Tout ce que je viens de vous dire sur l'eau, j'ai fait très vite, je suis désolé. Normalement, rien que sur l'eau, il y en a pour 1h30. Vous pouvez le trouver dans ce document, notamment. Hein. Et ça, c'est un document qui a été demandé en 2011 et qui a été financé par notamment l'Agence de l'eau. Et je voudrais simplement, je n'ai pas résisté au plaisir de vous mettre une partie de la conclusion. C'est que pour 1 euro investi dans l'agroforesterie, cela génère, par rapport à la question de l'eau, de son traitement, de toute l'économie qu'il y a autour de l'eau, une économie de traitement de l'eau de 29 euros, contre une économie qui serait de 10 euros pour le passage en bio et de 4 euros pour le boisement. Donc vous voyez, si on combine, on va être encore meilleur. D'accord? Pourquoi ça? Tout simplement parce que l'arbre, il est tout de suite au cœur des parcelles, et vraiment là où les problèmes commencent à se mettre en forme par rapport à la question de la qualité de l'eau. Fertilité des sols. Donc là, on a vu la partie eau. Je vous ai très rapidement expliqué ce qui se passait en haut. Vous voyez la chute des feuilles. Là, c'est parfait. On a des litières, ce qui va nous être utile l'été. Mais ces litières-là vont aussi être très très intéressantes parce que qu'est-ce qui se passe dans les feuilles? Bien, les feuilles, c'est un peu la concentration de ce qui s'est passé en dessous l'été. L'été, nos racines sont allées chercher des minéraux profonds qui sont montés dans les feuilles, dans les bourgeons, et qu'on restitue au sol en surface. Et ça, des fois, c'est pas inintéressant d'avoir ces minéraux-là pour nos cultures. Donc ça, c'est un effet déjà franchement bénéfique. Et puis, évidemment qu'ici, vous êtes à constituer une litière. Vous mettez de la matière organique fraîche. Cette matière organique fraîche, pour qu'elle soit dégradée, il va d'abord falloir qu'elle passe par une phase qui va être une attaque par des champignons, une attaque chimique par des champignons propres à la dégradation de la matière organique. Ces champignons vont faire des mycéliums, des réseaux. Et les gens des TCS, par exemple, ont observé que sur les... Puisque excusez-moi, j'ai oublié une petite précision. Vous avez des champignons si vous laissez le sol tranquille. Dès que vous tournez, vous brassez le sol, etc., vous remettez tout à zéro. Les champignons, ils ne peuvent plus exister, donc il refaut une litière, une matière pour réapparaître. Par contre, si vous ne brassez pas, effectivement, vous allez avoir ces champignons et ces mycéliums qui vont être là. J'étais encore hier à faire des tailles de formation où sur les lignes d'agroforesterie, on avait des champignons présents. Pourtant, il n'a pas fait beaucoup d'eau, mais il y en avait. Pas non plus des paniers entiers. Hein. Mais donc, ça se traduit bien par la présence de champignons qui est augmentée. Et on s'est aperçu que ces mycéliums, ça fait des réseaux de petits filaments. Vous avez tous vu de la matière organique en décomposition, des feuilles. Vous brassez un tas de feuilles, vous allez regarder, vous retrouverez des petits fils blancs partout. Si vous avez ça partout sur une parcelle, sur un hectare, c'est des fois plus d'1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres de petits fils blancs. Et ces gens-là, c'est notamment des Canadiens qui ont vu ça.
quand ils ont fait du semi-direct dans ce genre de choses, ils se sont aperçus que le maïs détectait la présence du mycélium et que du coup, dans les 15 premiers jours, son enracinement allait tout de suite chercher un petit mycélium pour aller coloniser au plus vite le sol et suivre ce sol, s'enraciner. C'est déjà pas mal tout ça, mais on va voir autre chose qui se passe sous la terre. On a dans la classification des racines une classification simple. Soit on a des racines de structure charpentière, on va dire, qui vont tenir l'arbre, qui vont avoir un effet mécanique. Soit on a des racines fines, on appelle ça des racines fines, qui sont en périphérie et aux extrémités. Bon, les racines de structure, vous imaginez bien à quoi elles servent. Les racines fines, évidemment, elles sont là pour l'alimentation de l'arbre, enfin la vie du végétal. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elles représentent 80% du volume racinaire de l'arbre. Donc ce n'est pas les grosses racines qui représentent le plus, elles sont que 20%, celles-là. Et ces racines fines, eh bien, ils s'en créent et ils s'en meurent en permanence. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Et elles se renouvellent tous les ans. Donc on intègre en profondeur aussi de la matière fraîche, la matière organique fraîche, dans les sols avec ces racines fines qui vont, elles, du coup, être décomposées, etc. Toute la chaîne que je vous ai expliquée tout à l'heure. Avec tous ces effets-là, on a inévitablement un enrichissement des sols qui se fait par voie naturelle. Ah, voilà les fameuses photos d'enracinement. Là, on est dans la vallée du Rhône, c'est du peuplier. C'est à Vézenoble, sur la même parcelle. D'un côté, on a fait une peupleraie classique, 7 mètres sur 7 mètres. Hein. Du coup, on ne fait pas d'agriculture dessous, ce que je vous expliquais au début. Et de l'autre côté, ici, on a fait de la peupleraie avec des alignements agroforestiers et ils faisaient la plupart du temps du maïs entre. Ces peupliers, ils avaient 18 ou 20 ans, ils étaient mûrs, donc ils les ont exploités. Quand vous faites une coupe de peuplier, vous faites venir un acheteur, et puis il vient, il mesure la hauteur et puis le diamètre de tous les arbres. Et bizarrement, tous les arbres agroforestiers, ici, faisaient le double de volume que les arbres forestiers. Du coup, les scientifiques qui suivent cette parcelle, là vous avez Fabien Liagre, peut-être que certains connaissent Fabien Liagre de nom, c'est une personne qui a écrit des ouvrages et qui a fait des films sur l'agroforesterie. Fabien Liagre, il fait 2 mètres, enfin 1,95 ou 1,97 de taille, donc ça vous donne l'échelle, puis vous l'avez là autrement. Et ils ont été interpellés sur ces telles différences de volume de bois, et ils se sont dit, il y a forcément quelque chose en dessous qui s'est fait, quoi. C'est pas possible. Les mêmes clones, plantés le même jour, etc., toujours le même dispositif, vous comprenez bien. Et donc ils ont fait le choix de creuser, d'équesser les souches dans la parcelle au niveau, pour observer les enracinements des arbres. Et quand je vous disais que la culture obligeait l'enracinement à descendre, bah vous en avez l'expression ici, très claire, très nette. C'est-à-dire que l'arbre forestier va avoir plutôt une dynamique de facilité, hein, une démarche un peu feignante de colonisation juste de la partie supérieure, mais ça a des conséquences. Si vous connaissez des peupleraies près de chez vous, c'est quand même assez bizarre qu'au 15 juillet, les arbres perdent leurs feuilles. Normalement, c'est pas au 15 juillet que les arbres perdent leurs feuilles. Et pourquoi? C'est parce que ces peupliers, ils ont concentré leurs racines, comme vous le voyez là, dans la première zone, qui dessèche le plus vite, et donc leur temps de production et de croissance, elle est faible. Alors que l'arbre agroforestier, conditionné par les cultures autour, et ça, il faut l'accepter, c'est vraiment l'effort qu'il y a à faire, c'est que ce n'est pas l'homme qui conditionne les arbres, c'est bien les autres plantes, eh bien, du coup, n'a pas eu le choix, il est obligé de développer une autre stratégie de survie, hein, et donc de descendre profondément. Je vous ai parlé stratégie de survie. Pourquoi? Parce que, en fait,
on a deux systèmes qui se concurrencent. Soit le système qu'on va dire agraminé, enfin culture, prairies et autres, qu'on va appeler système agricole, et qui lui est très bien en place, surtout quand il est activé par l'activité agricole, le pâturage, les récoltes, etc. Très bien en place pour empêcher la venue et le développement des arbres. Et les arbres, eux, ont développé une autre stratégie, c'est la stratégie du nombre. C'est que du coup, dès que vous avez un délaissé, s'ils sont nombreux, les arbres vont se développer et vont prendre le dessus du système prairial. D'accord? Là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait? On oblige des arbres à pousser dans un système qui leur est très défavorable. Donc, l'arbre est devant un dilemme de survivre ou d'y passer, quoi. Et donc, évidemment, il choisit la survie, donc il développe des stratégies offensives pour exister. Parce qu'il ne va pas être costaud avec le nombre, vu qu'on n'en met que 30 ou 50 à l'hectare. Donc ça implique beaucoup de stratégies et de comportements différents de l'arbre. Alors ça, c'est, voilà, vous avez effectivement les répartitions des racines, avec les densités de racines fines et la profondeur. Et vous voyez qu'on a deux blocs, en fait, hein, qui sont répartis différemment. Le premier bloc, il commence à 40 et finit à 100, c'est-à-dire à 1 mètre de profondeur. Donc on voit bien que 0 à 40, là, ce qui a limité les choses, c'est quand même les cultures, parce que vous le voyez encore mieux sur le à 2 mètres et le à 8 mètres. Hein, à 2 mètres, on voit que l'essentiel, à 2 mètres des arbres, dans la parcelle, l'essentiel des racines est en profondeur, en très grande profondeur. Et à 8 mètres, c'est encore pire. Vous voyez ? Donc faire de l'agroforesterie, ça veut dire maintenir une agriculture dynamique à côté, si on veut que le binôme fonctionne. Ça, c'est des taux de matière organique qui ont été mesurés. Ça, c'est le témoin agricole. Ça, c'est la forêt. D'accord ? Et donc là, on a agroforestier, on a trois témoins différents d'agroforesterie. Donc vous l'avez sous 3 formes, et on voit bien qu'on fait progresser cette chose-là, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est simplement l'expression par chiffres, hein, plutôt que d'avoir le schéma. Ça a été mesuré, vous avez à chaque fois des chiffres qui correspondent bien à une étude. Enfin, c'est aujourd'hui incontestable tout ça. Bon, ça reprend un petit peu ce que je vous disais, hein, avec la partie BRF, cette histoire d'avoir de la matière fraîche, enfin la matière organique fraîche à décomposer, hein, issue du vivant, qui a un impact direct sur la rétention en eau et puis voilà l'eau directement. On est toujours là-dessus. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être long. Microbiologie, je suis désolé, je vais pas avoir le temps là, mais vous imaginez l'impact que ça a. Ça, c'est simplement sur des mesures qui ont été faites par rapport à la biomasse vers de terre. Vous voyez, dans des parcelles, donc labourées, forêt, bon enherbé plus arbre. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ce qu'on pouvait imaginer comme efficace uniquement au pied de l'arbre, on s'aperçoit que l'efficacité, eh bien, elle est quand même décalée. Il n'y a pas qu'au pied de l'arbre que ça a de l'impact. Le fait de mettre des arbres, ça va impacter des fois à 10, 15, 20 mètres d'une façon significative, y compris des populations comme les vers de terre. J'en ai fini pour le sol. Je vais aller sur, du coup, biodiversité. J'ai commencé à en parler, donc ça va aller très vite aussi. J'ai parlé de la fécondation, même si ici on a un insecte qui nous intéresse à double titre, puisqu'il s'agit d'un cirfe qui féconde un certain nombre de cultures, mais qui va avoir aussi un intérêt par sa ponte sur des ravageurs. Et cet effet-là, eh bien, donc là, on est en Charente-Maritime, hein,
Vous voyez la taille des arbres. On est sur des parcelles qui ont été plantées il y a 40 ans maintenant et qui étaient à des densités plus fortes que ce que je vous ai parlé maintenant. Donc on a mesuré la limite, grâce à ces parcelles-là notamment, de la densité. Mais on a quand même une représentation et avec des tailles de formation qui pourraient être encore améliorées. Notamment en dégagement de la zone, de la bordure, de la zone mixte entre les cultures et les arbres. Mais vous voyez quand même que sur la même parcelle, la biomasse que vous produisez, elle est quand même assez énorme. Et quand tout ça, ça tombe au sol, toutes ces feuilles-là, ça a tous les effets. Mais quand tout ça, ça fleurit, bah, ça a aussi beaucoup d'intérêt. Quand tout ça, ça produit des graines, bien, du coup, on a des oiseaux, etc. De temps en temps, on me demande comment faire venir des chauves-souris au-dessus de mes vignes, comment faire ceci ou cela. Bien, les chauves-souris, elles ont besoin d'un habitat, de couloirs de chasse, des fois. Donc là, on trouve des couloirs de chasse, vous les avez. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller à l'aventure dans une grande parcelle ouverte, ce qui est le cas en vigne. Hein. Vous pouvez regarder la vigne, on ne voit pas beaucoup d'arbres qui dépassent la hauteur de la vigne. Et donc, bah, oui, on n'a pas les chauves-souris. Et donc, les chauves-souris, elles ne peuvent pas avoir d'impact sur les adultes de papillons de vers de grappe. Et donc, si on voulait lutter biologiquement contre les vers de grappe, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, on va créer, de par ces effets-là, la présence des arbres, aussi des couloirs et des habitats qui vont permettre une grande diversité et qui vont réguler, du coup, tous nos parasitoïdes. Ça marche au niveau des parasites, des insectes. Et sincèrement, je pense que dans toutes les productions, on doit être capable, notamment avec l'aménagement du paysage, d'être en équilibre. Et ça vient assez vite, cet équilibre. Et de ne plus jamais avoir recours aux insecticides. S'il y a une chose qu'on pourrait supprimer facilement, mais je ne parle pas, moi, de diminuer de 50% ou de 25%, de supprimer, de s'en passer entièrement, c'est plutôt les insecticides. Les fongicides, les herbicides, il faudra un peu plus de temps, mais on y arrivera aussi. Mais les insecticides, je pense qu'on pourrait s'en passer par ces équilibres biologiques, et assez rapidement. Quand on a mis ça en place, je dis on parce que nous, on l'a fait, je pars chez nous, mais d'autres l'ont fait dans leur secteur, avec des arbos, avec des viticulteurs, dans des grandes cultures, etc. Eh bien, très très rapidement, la biodiversité réagit. En 3 ans, on a déjà eu un retour. Par contre, j'ai bien dit 3 ans. Les 3 premières années, il y a une prise de risque qui est énorme, avec des fois plus de dégâts sur ces premières années. Mais on est obligé de passer par là. Et c'est là, mais c'est une petite parenthèse politique là, que je trouverais bon que les fonds publics viennent en soutien à ceux qui prennent des risques dans ces changements-là. Plus fortement au moins. Donc la biodiversité, ça vous connaissiez, j'imagine. Hein, voilà. C'est le même principe, mais cirque, chrysope, coccinelle. Je vais m'en arrêter là pour la première partie au niveau relations, fonctions, arbres, culture ou production agricole, enfin, etc. J'ai beaucoup parlé culture ou végétale. Mais il faut savoir qu'il y a autant aussi sur élevage. Il y a des choses, par exemple, sur la complémentation fourragère à partir de l'abroutissement des végétaux. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que on en rigolera moins ou on les prendra moins pour des fous dans quelques années, mais je pense que des gens arrivent à trouver, au travers de ce que les animaux peuvent brouter dans ces haies ou dans le paysage, l'équivalent de ce qu'ils achètent autrement dans le soja ou je ne sais quoi. Vous voyez ? Donc il y a ces recherches-là qui sont aussi en place. Il y a déjà des résultats aussi sur l'élevage. La santé animale. Je discutais la semaine dernière avec un vétérinaire à la retraite qui était dans le Puy-de-Dôme. Et il m'a dit la moins bonne année qu'ils ont fait en véto,
C'est en 76. 76, vous vous souvenez, sécheresse, etc. Les gens sont revenus à couper les branches et à les donner aux animaux. Derrière, les animaux ont été sains. Alors, bon, voilà, il en a fait cette relation-là. Il me la disait parce qu'il connaît mon boulot. Mais il y a certainement à creuser la piste, quoi. Je ne sais pas à quel niveau et est-ce qu'on va pouvoir tout traiter. Attention. Hein. Mais clairement, il y a quand même de l'espoir et de l'avenir dans cette affaire-là. Puis là, je suis que sur les parties agricoles. Parce que je ne sais pas si demain, on demandera aux exploitations ce fameux bilan carbone ou cette neutralité. Si vous commencez à mettre des arbres, là, vous stockez durablement du carbone. Si vous faites une culture, bah, vous ne stockez pas durablement parce qu'elle est semée, elle est récoltée dans la même année. Les racines et les pailles vont être détruites dans la même année. Donc, ce n'est pas du stockage supplémentaire, c'est simplement d'éviter ou du relargage de ce qu'on a stocké dans la même année. OK ? Donc voilà, sur ces aspects-là, je ne parle pas production de bois, parce qu'il y aura plein de choses. Est-ce qu'il y a, sur cette première partie technique, je suis désolé, c'était rapide, on n'a pas tout vu, il y aura peut-être d'autres occasions, hein, d'autres salons. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. J'ai eu l'impression dans ce que vous dites que ça marchait bien pour les sols profonds. Est-ce qu'il y a des problèmes en bas? Si on a 40 cm de sol, est-ce que ça peut s'adapter? Ouais. Eh ben, c'est une question qui me fait penser que j'aurais pu démarrer et introduire autrement la chose. Il y a sans doute beaucoup d'agriculteurs. Les terres que vous exploitez, elles sont issues soit du défrichement de forêt à une période, ou de landes. D'accord ? Et en fait, on vit sur cet héritage-là. Vous avez vu les taux de matière organique qu'on avait tout à l'heure ? Il y a des forêts, elles sont à 12, 14, 16, 18% de matière organique. L'agriculture, hein, on est loin de tout ça. Hein. Les parcelles, maintenant, enfin, je ne vous le souhaite pas, et je ne pense pas que tout le monde est dans ce cas-là, mais on en a, ils sont en dessous de 2, quoi. Et si je cite le chiffre du 2%, c'est que le fonctionnement que je vous ai expliqué avec tout le vivant, eh bien, il est coincé quand on a trop peu de matière organique. Et quand on est en dessous de 2, c'est qu'on en a trop peu, et là, c'est coincé. Donc, il va falloir en rajouter et attendre encore plus de temps pour que ça commence à remonter. Alors, on s'est dit, bah, on va enfouir les pailles. Sauf que les pailles, c'est ni plus ni moins, c'est des carbones éphémères, avec une dégradation très rapide. 3 mois après qu'on ait enfoui les pailles, elles sont consommées, quoi. Si vous mettez du bois, là, ça met un peu plus de temps à se décomposer. Donc là, du coup, on amène une matière organique qui va être en supplément, qui va s'ajouter à la boîte, et qui va relever le taux de carbone. Si vous gardez vos pailles sur les sols et tout ça, vous évitez que la boîte se vide, mais vous ne la reconstituez pas, quoi. D'accord ? Et donc, si on est sur des sols plutôt superficiels, enfin, c'est que, en fait, la constitution, la fabrication de la terre, c'est le résultat de 2 choses, de ce qu'on appelle l'altération de la roche-mère, c'est-à-dire la dégradation de la roche-mère, et la dégradation de la matière organique. Et il faut ces 2 choses-là pour que ça fabrique de la terre. Si vous êtes dans ce système-là, vous êtes dans des systèmes d'aggradation du sol et de fabrication de la terre. Vous avez votre parcelle, ben vous avez au fur et à mesure des années de plus en plus de terre. Et du coup, le niveau monte. D'accord ? Si vous avez cassé ce système-là, vous êtes dans la dégradation des sols, dans l'érosion, dans toutes ces choses-là. Et là, vous avez du lessivage et des pertes de sol. Alors là, Bourguignon et d'autres montrent ça parfaitement. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui doit traîner sur Internet avec Bourguignon, où il est, je ne sais où en France, d'ailleurs peut-être bien en Bourgogne, c'est rigolo. Il est au bord d'une forêt et il présente, je crois que c'est ça, hein, il présente une photo aérienne ancienne, où en fait la parcelle sur laquelle il est, hein, la parcelle cultivée sur laquelle il est, c'est très visible, on voit que c'était une forêt avant. Qui n'est pas si vieille, hein, je crois qu'elle est de 50 ou quelque chose comme ça. Déforestation, et vous avez la caméra qui tourne et vous voyez 40 cm de sol qui manque, quoi. En 60 ans, quoi, quelque chose comme ça. Donc ça se vide très très vite.
Donc, par contre, la pédogénèse, là, c'est plus long. Hein. Reconstituer des sols, c'est beaucoup plus long. Mais toujours est-il, bah voilà, si vous avez des sols assez superficiels, c'est soit qu'ils étaient très dégradés, soit qu'on n'avait pas grand-chose au départ, et donc le végétal, le temps qu'il s'installe et qu'il soit très efficace pour avoir le taux de matière organique, c'est compliqué, quoi. Puis après, en fonction des sols, bah, vous avez des roches, pardon, vous avez tous les sols qui varient. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a des sols plus sablonneux, plus limoneux, plus argileux, voilà. Moi, c'est une question au niveau du temps de travail, pour lier justement le forestier et le paysan ou l'agriculteur, au niveau du battage, au niveau du semis, au niveau du fauchage, au niveau des marges à prendre, au niveau des parcelles, et au niveau du mondage, au niveau des hectares, par chez vous. Donc, ouais, il y en a, est-ce que le temps de travail a explosé? Est-ce qu'il y a eu. Enfin voilà, et au niveau de la taille des exploitations. Est-ce qu'on est sur de l'agriculture déjà biologique, conventionnelle enfin, voilà. Alors, je note, hein, parce qu'il y a plusieurs questions. Type de... Alors, sur temps de travail. En agroforesterie intraparcellaire, il faut imaginer les premières années consacrer à peu près une journée de travail par hectare d'agroforesterie et par an, en moyenne. On a 30 à 50 arbres, il faut les bichonner, il faut y faire attention, il faut qu'ils poussent très vite. On a un vrai challenge, c'est faire qu'ils poussent très vite pour être le plus vite débarrassé de tout ça et qu'on soit à l'abri de tous les pièges qu'il y a dans la jeunesse et dans le début du projet. Je me permets juste de rajouter justement un complément à cette question. Voilà, dans certaines communes de France, on voit depuis plusieurs années les chaufferies bois, etc. Et la commune justement va chercher chez les paysans la mise à disposition de certains arbres, c'est des agents communaux pour l'entretien, pour la coupe. Justement par rapport à ça, cet entretien qui demande aux paysans et la mise à disposition, est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite aux municipalités pour un partenariat? Est-ce que c'est voilà. Ouais. Alors ça, c'est déjà le signe qu'on commence à rechercher, avoir des circuits locaux et puis avoir une petite tension sur le bois par endroit. Donc ça, c'est pas inintéressant si on se met à favoriser le bois aussi. Bon, je discutais avec des gens tout à l'heure qui me disaient j'ai potentiellement 150 mètres cubes de bois déchiqueté, mais est-ce que... Bon, cette année, ça va être dur pour deux raisons. L'hiver dernier, il n'y a eu pas un gros hiver. Les chaufferies ont beaucoup moins chauffé. Et les grosses chaufferies sont des chaufferies mixtes bois-gaz. Et le prix du gaz étant très faible, bah, au lieu de tourner à 80% sur le bois, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont rendues à 50% sur le bois. Donc on consomme moins. Donc on a produit beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est difficile. Mais ça ne va pas durer. L'état de bois, ça va à une vitesse à se consommer. Donc sur le marché bois, il faut que ce soit le bois d'œuvre, le bois énergie et le bois d'aggradation du sol, inévitablement, il y a de plus en plus de besoins. C'est obligé. Parce qu'on a de plus en plus de besoins d'énergie, donc voilà, on ne va pas tout aller vers le pétrole, parce qu'on a besoin de plus en plus de transformation, de planches, de tout ça. Les chênes qu'on a chez nous, qu'on produit chez nous en France par exemple, vont aujourd'hui être transformés principalement en Chine. Bon, c'est comme ça, malheureusement, on avait les outils de transformation chez nous, et nous reviennent sous une forme travaillée, etc. Mais on s'aperçoit que ce qui consomme le bois, ce qu'on appelle le bois d'œuvre chez nous, ben on en consomme tous les ans un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Voilà. Donc soit on continue de le produire en forêt, comme je disais tout à l'heure, soit on arrête de faire grossir la forêt sur les terres agricoles et on le produit dans les terres agricoles. J'étais à temps de travail. Il ne faut pas confondre travaux nécessaires à la conduite de l'arbre et la notion ou le surentretien. C'est-à-dire que souvent on a envie de faire trop propre. Là vous avez une bande entre les arbres. Quand nos arbres sont petits, ben, il va pousser
ce qu'il y avait, soit on ne la travaille pas, donc si on était sur une prairie avec, je sais pas, moi, du trèfle et puis du régras, ben, on va avoir encore trèfle régras, puis on aura quelques indésirables qui vont venir un petit peu là-dedans. Soit on l'a travaillé complètement, alors là, il faut peut-être ressemer, mais toujours est-il, il faut partir dans l'état d'esprit du minimum d'entretien. Et cette bande-là, ben, si on peut déjà ne la faucher qu'une fois, ça va être parfait. D'accord? Parce que plus on va la faucher autrement, plus on va démarrer tôt à la faucher, plus on va transformer la bande en une pelouse, l'intérêt biologique va être énormément diminué. Toutes les sauterelles, par exemple les orthoptères qui arrivent en juillet, août, ils ont besoin de tiges sèches qu'ils mangent pour être présents, quoi. Donc vous ne les aurez pas. Donc voilà, c'est une partie du maillon de la chaîne qui disparaît. Mais surtout, c'est que en faisant ça, vous activez énormément votre racinaire et vos graminées à faire de la pelouse qui demande d'être entretenue. Donc ça, c'est du surentretien, on perd du temps. Alors, c'est peut-être propre, c'est peut-être une image qui est beaucoup plus acceptable que le fait de venir les faucher beaucoup plus tard dans la saison, mais c'est beaucoup moins efficace, toujours est-il, en termes d'entretien. Vous allez me dire, s'il y a des chardons, s'il y a ceci, cela, vous savez gérer ça sans avoir besoin de tout le temps broyer, tout le temps faucher, enfin. D'autant plus qu'à chaque fois qu'on entretient ici, on a un risque d'abîmer l'arbre. Et c'est fou, quand même, comment on n'arrive pas, quand bien même il n'y en a que 30 ou 50 à l'hectare, à en prendre suffisamment soin pour pas qu'il y ait de dégâts. Et là, une partie des dégâts sur nos arbres jeunes, ce sont nous qui les faisons. Au travers de l'entretien, au travers de l'exploitation ici. Donc il ne faut pas avoir peur de laisser un petit peu d'espace. La bande, en général, elle fait 2 mètres, là. 1 mètre de chaque côté pour être tranquille. D'accord? Par contre, ce qui n'est pas simple, c'est que plus vous cultivez, vous exploitez près de l'arbre, plus ça va être favorable à l'arbre. Mais il y a une limite. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que vous, des fois, dans la parcelle. Des fois, c'est l'entrepreneur qui vient et puis sa sensibilité aux arbres ou son envie d'en prendre bien soin ou de refaire une manœuvre, c'est pas la même sensibilité ou la même envie que vous. Et puis hop, il va vous en accrocher 3 dès le début, quoi. C'est vite parti et puis boum, c'est coincé, quoi. Ces 3-là, eh ben, ils sont abîmés, et il va falloir travailler dessus pour restaurer ça. Donc finalement, l'entretien, il faut en faire le minimum et être le plus en retrait des arbres. Ce qui va être important, c'est de conduire l'arbre. Parce qu'étant en pleine lumière, l'arbre il va avoir tendance à faire plein de branches basses. Et ça, on n'en veut pas. Nos arbres, il faut qu'ils fassent, là c'est beaucoup plus haut que ça, mais il faut qu'ils fassent 4,50 m, en gros, de billes de pied. Pour faire 4,50 m, on va d'abord faire des tailles de formation. On va commencer par la tête de l'arbre, à regarder, et on va le descendre. Et dès qu'il y a une fourche, on va l'enlever. Une fois qu'on taille ça, on regarde le volume de végétaux qu'on a enlevé par rapport au volume global de l'arbre. Si on en a très peu enlevé, on peut commencer à faire ce qu'on appelle de l'élagage, c'est-à-dire la taille des branches basses. Et là, le raisonnement est inverse, il démarre par le bas et il remonte l'arbre. D'accord? Mais on ne commence pas par élaguer, et puis on arrive à 2 mètres, et puis mince, j'ai une fourche, ça fait 3 ans que je l'ai, elle est grosse comme ça, et comment je fais maintenant, quoi? Je suis foutu, je suis obligé de laisser la fourche, mon arbre est foutu à vie, quoi. Vous n'arriverez pas à faire votre bille de pied. Donc la taille de formation, c'est primordial. On démarre de la tête, et tant qu'on n'a pas un axe qui fait 4,50 m nif de branches, eh bien on ne s'arrête pas. L'avantage, c'est comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on plante en agroforesterie, ça pousse vite, beaucoup plus vite. Et donc on y arrive assez vite, quoi, assez rapidement. Donc c'est surtout là-dessus qu'il faut se concentrer. Et ça demande un petit peu de ressenti, un petit peu de connaissance. Et ça va être la deuxième partie de l'exposé. Ça va être de savoir comment on conduit, on passe de l'idée à la concrétisation. Et comment on conduit son projet agroforestier. Deuxième partie de la question, c'était quel type d'exploitant? Eh bien, aujourd'hui, c'est toutes les productions. Et on a, enfin pas autant, on a des demandes en conventionnel et des demandes en bio.
On a plus de demandes en conventionnel parce que, évidemment, le conventionnel est beaucoup plus présent sur le territoire. Mais on en a dans les deux cas. Par chez nous, tout au moins, le facteur principal qui conduit à la demande d'une plantation agroforestière, c'est que la personne a un problème, une difficulté sur une parcelle, a commencé à naviguer, à rechercher dans des salons, sur le net, des outils pour améliorer ça. Et puis du coup, tôt ou tard, il a croisé la question de l'agroforesterie. Plus ou moins que ça lui a fait écho, il va le développer. Alors, je reviens à l'autre. Alors, vous avez vu que ça répond quand même à des règles, et notamment cette fameuse notion de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le nombre d'arbres qui doit être bien défini, l'orientation des lignes, l'espacement entre les lignes, l'espacement sur la ligne, et tout ça, c'est aussi fonction de l'essence. Parce que si on fait un pique-nique sous un frêne, on n'aura pas la même lumière que si on fait un pique-nique sous un noyer. Vous voyez, par exemple. Donc, comme il est question de lumière au sol, ben, il va falloir aussi prendre ça en compte. OK ? Et sachant que le projet agroforestier, il va vouloir répondre à des objectifs principaux d'abord chez vous. Est-ce que ça va être de résoudre des problèmes de sol? Est-ce que ça va être pour vous de structurer la parcelle et d'aider au pâturage dynamique de votre troupeau? Est-ce qu'on va combiner des broussailles, comme je disais, pour le pâturage? Est-ce que... Enfin, voilà. Autant d'idées, autant de projets que de situations. Donc, il y a des grands principes qu'il faut connaître, mais finalement, il faut que tout ça, ça s'adapte à la parcelle et à votre exploitation, à vos attentes et à ce que vous souhaitez. Donc, pour tout ça, et ce n'est pas une revendication corporatiste pour défendre le métier de technicien agroforestier, mais il y a énormément de pièges dans cette réflexion-là. Donc je vous invite, il y en a un grand nombre dans toutes les régions de France maintenant, des techniciens agrofos, à vous rapprocher d'un technicien pour la réflexion au moins. Et vous allez voir, je vous invite même plus que pour la réflexion, parce que je vous parlais de taille de formation, de conduite, ça demande un peu quand même de maîtrise. D'accord ? Alors cette phase-là de diagnostic, c'est vraiment, vous voyez, le technicien, il est là, hein. C'est lui qui note, c'est lui qui écoute, et puis là, les agriculteurs, ils parlent, ils nous disent ce qu'ils veulent, ils nous disent comment ça fonctionne, comment la parcelle, elle est, ce qu'ils ont observé, ce qu'ils aimeraient. Toutes ces choses-là, quoi. Et nous, on va adapter. On ne va pas prendre les mêmes espèces, par exemple. Hein, on a des espèces qui améliorent plus les sols que d'autres. On a des espèces qui vont... plus donner de la valeur foncière, du capital à la parcelle que d'autres, parce que c'est des essences de bois d'œuvre très cotées. Hein. Je ne sais pas qui a parlé de tétard tout à l'heure, si vous voulez aussi faire du BRF ou du bois énergie, ben on a des espèces qui sont beaucoup plus productives en tétard que d'autres. Donc on va aussi intégrer cette notion-là. Donc on est dans ce fameux diagnostic partagé où nous on reçoit toutes les attentes, tous les souhaits. Ça n'empêche pas qu'à des moments on dise « Attends, là, ce que tu envisages, c'est pas possible. Il faut faire le choix des fois dans les multicritères. Hein. Par exemple, je vais vous faire un exemple. Tiens, sur autre chose, c'est de la haie. J'ai eu des fois des gens qui m'ont demandé à ce qu'on plante des haies avec des essences qui poussent vite, sans entretien, mais qui ne dépassent pas 2 mètres. Bah, si vous avez la réponse, moi je la prends, mais il faut faire un choix, quoi. Vous avez vite compris, quoi. Donc, vous voyez, donc on est là aussi pour ça. Hein. Et tout ça, le projet, eh bien, après, on va le traduire dans une carte. Et ça, c'est vraiment important, cette phase de cartographie. Et cette phase de cartographie, elle ne se résume pas qu'à une seule proposition. Il y a une première idée qui est défendue. Et puis, partant de cette idée-là, on vous l'envoie. Vous y regardez, vous dites « Ah ouais, je ne voyais pas ça comme ça, essaye donc cette idée-là. Bah, plutôt que de mettre tous les 10 mètres, ça me donnerait quoi tous les 8 mètres en espacement, avec une alternance, un auget, un tétard. » Ah oui, bon, ben, on refait le truc. Finalement, ma carte,
Là, c'est pour du pâturage dynamique. Donc on cherchait à ce que chaque sous-parcelle ait la même surface. Donc l'espacement entre mes lignes varie à chaque fois. Et ça, il faut bien le calculer, évidemment. Et quand on envoie cette carte-là, bah, ça se traduit très clairement dans l'esprit de l'agriculteur, en nombre de clôtures, en facilité, en dynamique. Les abreuvoirs, par exemple, ne serait-ce que les abreuvoirs. Et donc lui, il nous dit, bah non, ça ne me va pas trop, finalement tu me l'as mis comme ça en partant de là. C'est vrai que je travaillais ça comme ça, mais peut-être que finalement, la bonne orientation, c'est comme ça, et puis au bout du compte, j'aurais peut-être une meilleure facilité. Bon, bah voilà. Hein. L'orientation nord-sud est aussi quelque chose qui est très très important, hein, l'histoire de l'ensoleillement. Hein. Donc cette phase de cartographie, eh bien, c'est vraiment des allers-retours. Les meilleurs projets, c'est 2 propositions différentes, 2 cartes, quoi. Et puis les plus longs, c'est des fois 4, 5 cartes. Donc ça, voilà. C'est vraiment un passage indispensable et ça met 2-3 mois quand même d'échange. Hein. C'est pas comme une haie où le technicien il vient et puis des fois, quand il remonte dans la voiture 2 heures après ou 2 heures et demie après, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va planter. Je dirais à la limite, le bon de commande est signé, quoi. Là, non. Là, faut pas y aller aussi vite que ça. Du coup, après, il y a toute la phase. Bon, bah, c'est bien, on est d'accord sur à peu près l'idée globale, technique, mais tout ça, combien ça va me coûter, quoi. Hein. Donc, on a une phase inévitable de chiffrage du projet et d'information sur les financements, hein, toutes les sources. Alors il y a soit un financement européen hein, qui peut être mobilisable dans la mesure où votre région l'a activé dans son plan régional de développement rural, son PDRR. D'accord ? Donc renseignez-vous au niveau de votre région. Pour chez nous, au niveau des Pays de Loire, c'est activé. Et du coup, il y a un cahier des charges qui accompagne ça. Donc, il faut pouvoir rentrer dans le cahier des charges. Donc, le cahier des charges est très favorable au bio, hein, puisque ça gagne des points en plus pour être dans les projets retenus en Pays de Loire. Par contre, il y a d'autres critères qui sont des fois un peu embêtants et qui excluent un certain nombre de projets. Donc, voilà, c'est par région que ces choses-là sont définies. Si ce n'est pas activé chez vous, ça pourra l'être quand il va y avoir à mi-parcours une révision du PDRR. Alors faites attention parce que c'est dans un an et demi que ça va se faire. Donc il faut alerter dès maintenant vos instances régionales pour dire nous on souhaite que vous activiez ces choses-là. Alors l'avantage c'est que l'Europe amène 75% du financement des projets et le financement des projets il tourne autour de 80% du coût global. Donc ça vaut le coup quand même de passer, si vous êtes un groupe ou si vous avez une structure qui veut bien porter le message, d'aller secouer sa région pour dire nous la ligne il nous la faut, quoi. Hein. D'autant plus que c'est plus un travail administratif pour la région qu'un investissement financier. Une fois que la région elle va faire son calcul sur ces 25%, vous allez vite la rassurer parce qu'il n'y a pas des dizaines de milliers d'hectares par région à convertir tout de suite en agroforesterie. Donc ça ne va pas lui demander des sommes énormes. Et puis assez rapidement, elle va chercher des cofinanceurs à côté d'elle. Et puis en ce moment, on a les agences de l'eau, que ce soit Loire-Bretagne ou Seine-Normandie, qui sont de plus en plus à l'écoute et qui ont commencé à ouvrir le portefeuille. Donc ce n'est pas inintéressant. Donc ça, c'est le financement public. Vous pouvez avoir 80% du financement, etc. Mais il y a à chaque fois des conditions. Il faut que ce soit ouvert et il faut que ça réponde au cahier des charges. Donc voilà. Si vous n'avez pas ces financements publics, adressez-vous aussi aux structures techniques parce qu'elles mobilisent des fois des fonds privés, hein, des fonds de fondation qui peuvent venir en soutien. Alors le dossier administratif, bien ça c'est fonction du financeur, évidemment, hein, qui est plus ou moins épais. Donc ceux qui donnent beaucoup de sous, ils ont aussi beaucoup de demandes au niveau du dossier administratif. Il va falloir qu'on arrive à avoir cette fameuse simplification qu'on nous parle partout, parce que là on ne l'a pas. Hein. Là c'est très clair, c'est le point noir de la mesure 8.2
de l'agroforesterie, notamment au Pays de Loire. Mais il faut le savoir dès le début, c'est pour ça que je le dis très clairement. Après, une fois que vous avez accepté, ça soulage beaucoup au niveau financier, il y a un effort à faire en contrepartie sur le plan administratif. Le choix des fournitures, ça aussi, c'est essentiel parce qu'on installe des arbres dans le cœur des parcelles et ces arbres vont être soumis à tout un tas de choses. Notre action, nous, de nettoyage, d'exploitation, le gibier, les bovins, le pâturage, si là, vous voyez, il y a des fils, etc. Donc, il y a plein de pression, une grosse pression qu'il va y avoir sur les arbres et donc il faut absolument bien protéger. Paillage au sol quand on plante. Et protection gibier, là c'est des gaines chevreuil, vous voyez, d'1,20 m qui sont installées. Nous on a un système avec des bagues en haut et en bas pour que la gaine soit bien ronde, parce que je ne sais pas si vous avez vu des fois des gaines chevreuil, elles sont vendues aplaties, et vous mettez un seul piquet ou même deux piquets, elles tournent toujours, enfin le plant il est complètement engoncé dans cette protection gibier, et puis il a du mal à pousser, il s'use un petit peu aussi le long des mailles, enfin toutes ces choses-là. Des mailles mixtes, parce qu'il y a un effet de serre aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que ça laisse passer un peu de vent, mais ça dope un peu la croissance. Ce n'est pas inintéressant de doper la croissance, parce qu'on veut que les arbres existent très tôt dans la parcelle, très vite. Ils ont encore plus d'effet. Et enfin, j'en arrive au plan. Si on veut que ça pousse, tout de suite, il faut des plants bien conformés avec des bonnes origines. Allez s'amuser, allez récolter vos plants dans la forêt, etc. Faites-le une fois. Vous demandez à votre technicien de vous donner ou de vous vendre 2-3 plants à côté de bonnes origines bien conformées. Vous les plantez le même jour dans les mêmes conditions et puis vous aurez compris. Il y en a un qui sera haut comme ça l'année d'après et puis l'autre qui sera encore chétif et voire même crevé. C'est pas pour rien. C'est que la génétique, elle est là aussi. Et comme je vous ai dit, on met ça dans des contextes hostiles à l'arbre. Donc il faut absolument que les plants ils soient costauds. Donc on met cette génétique-là et on met aussi un profil, un type de plant très, très costaud. D'accord ? Alors après, vous allez me dire, des fois la nature fait bien les choses, il y a des levées. Oui, mais c'est très localisé et dans un certain contexte. Donc les semis, les choses comme ça, c'est certainement d'avenir, tout ce qui est végétation spontanée. Mais aujourd'hui, on ne maîtrise pas suffisamment techniquement ces affaires-là pour pouvoir le faire en agroforesterie intraparcellaire. Donc il faut passer sur ces plans. Piquetage, préparation du sol. Vous avez vu, il faut passer de la carte à l'alignement sur la parcelle. Donc aujourd'hui, on a des outils via le RTK par exemple, GPS, tout ça. On passe la carte dans le tracteur et puis ça nous sous-sole et ça peut nous piqueter chaque emplacement d'arbre. C'est très important parce que des fois les parcelles sont un peu avec du relief ou des fois l'alignement, nous, à l'œil, ou quand on le fait à l'équerre optique et ces choses-là, on le voit bon, mais sur 500 mètres de long, des fois, si vous avez un tout petit décalage, eh bien, au bout, il y a deux lignes qui vont être soit à se rapprocher, soit à s'écarter. Et quand vous serez avec la machine, la moissonneuse ou je ne sais quoi, vous n'allez pas aimer. Donc il y a moyen de faire ça aussi d'une façon très moderne avec l'accompagnement piquetage. Travail du sol, fissuration en profondeur, d'accord. Travail que localisé, là on a une diapo qui n'est pas la meilleure, puisque vous avez vu on a travaillé l'ensemble de la bande. Et du coup, sur l'ensemble de cette bande, il va falloir réinstaller une végétation, parce qu'autrement, ou laisser la végétation spontanée, mais la gérer. Voilà, c'est un choix. Et puis là, ça a travaillé très large, hein, puisque comme je vous ai dit, on prend en général 1 mètre de chaque côté, de part et d'autre. On a aujourd'hui, nous, plus des engins de fissuration profonde, hein, sous-solage, voilà. Et après, il existe non pas des tarières, j'insiste beaucoup sur la différence, mais des vrilles qui se mettent au bout de mini-pelles et qui travaillent localement à l'emplacement où vous allez mettre votre plant, votre sol, sans sortir le sol et sans brasser. Donc ça, c'est vraiment extra. La plantation,
Ben, c'est bien, sur la diapo, on voit plein de personnes parce que c'est un moment important qu'on peut faire en groupe. Et c'est une façon aussi de sensibiliser les autres, avec les voisins, dans la famille, ça peut être des écoles, des formations, enfin, il peut y avoir plein de formes. Mais toujours est-il, la plantation, c'est une chose qu'il ne faut pas traîner dans le temps. Pourquoi? Parce que nos arbres, nos plants, n'aiment pas du tout être les racines à l'air. Et donc, quand vous arrachez, il faut que votre plant soit le plus vite possible planté derrière. Donc, quand on organise le chantier, ben, on s'organise de façon à ce que ce soit opérationnel. Vu tout ce que je viens de vous dire, un bon chantier agropho, pour moi, ça se situe au minimum à 5 hectares, parce que vous avez vu les dossiers, la réflexion, le ceci, le cela. Et si vous êtes tout seul sur l'exploitation, maximum à 10 hectares. Vous en faites un cette année, vous le conduisez déjà pendant 2 ans. Si vous le maîtrisez et puis que ça ne vous prend pas trop de temps et que vous pouvez en relancer un dans 2 ans, mais mettons pas la charrue ou n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre, j'allais dire. Si vous lancez, je ne sais pas, à 45 hectares d'un coup, à un moment de temps, vous allez être débordé, quoi. On a des fois ce type de demande, hein. C'est pour ça que j'insiste. Ou des fois plus même. Les 10 hectares, si on est un groupe d'une douzaine, sont plantés dans la journée, protégés, paillés, protégés, etc. Donc ça demande un petit peu de temps, etc. Mais c'est un chantier sympathique, très sympathique. Entretien et taille de formation. L'entretien, j'en ai parlé tout à l'heure. Taille de formation, c'est ce que je vous disais. On va chercher à conduire les arbres, à les flécher, hein, et donc là, il faut repasser. Là, on est sur merisier, donc on vient l'été. Hein. Le merisier, il préfère qu'on le taille l'été après fructification. Il encaisse mieux. D'accord? Si vous taillez tout l'été, l'avantage, c'est que si vous avez une fourche ou quelque chose qui a un peu de travers, vous êtes sur du bois jeune de l'année, la rectification va plus se faire par rapport à celle que vous allez garder. Par contre, du coup, les tailles d'été sont un petit peu plus pesantes pour l'arbre, donc on aura moins de croissance au global. Donc c'est un compromis, ou taille d'été ou taille d'hiver. Si on n'a pas trop de défauts, il faut aller sur les tailles d'hiver. Si on a beaucoup de défauts dans sa parcelle, il faut aller sur les tailles d'été. D'accord? Je vous ai parlé de fourches, là, hein, justement, j'en parlais. Les fourches sont souvent provoquées, ici en tête, sur nos arbres, parce qu'on a installé des arbres dans les parcelles et que ça devient des supports, des perchoirs à rapaces notamment. Les buses, les faucons, même les chouettes, etc. et même à d'autres oiseaux, hein, les corvidés, enfin plein. Et en se posant, ils se tiennent sur ces jeunes pousses très fragiles parce que c'est assez dynamique et ça pousse bien. Et donc pour se tenir, les serres, elles rentrent dans le bois, quoi. Vous comprenez bien? Donc à force de faire ça, ça rentre dans le bourgeon, dans les jeunes rameaux. Et votre tige, elle peut mourir. Et du coup, ça va vous faire une fourche avec plusieurs départs en dessous. Deuxième problème, c'est que des fois, la tige, elle est frêle. Et au moment du décollage du rapace, quand il pousse pour aller chasser dans votre parcelle, pour vous rendre service, hein, pour enlever vos mulots et tout ça, il casse la tête. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on insère dans les lignes des perchoirs, à raison de 5 à l'hectare à peu près, pour les rapaces. Et du coup, ces perchoirs, on les éloigne le plus possible des points déjà existants dans les haies périphériques ou les grands arbres, etc. D'accord? Donc il y a toutes ces petites choses-là à bien penser. Et il faut vous dire qu'un forestier, finalement, pour faire 150 pieds à l'hectare ou même moins des fois en chêne, il va partir de 2000 arbres. Nous, en mettant 50 arbres ou 30 arbres à l'hectare, n'imaginons pas qu'on va faire 100% d'arbres super bien conformés pour la forêt, pour le bois d'œuvre, pour la valorisation. Il y a forcément un peu de déchets à ce niveau-là. Si vous n'en voulez pas, il y a une autre technique, c'est de les doubler au départ. Au lieu de mettre un plan, je ne sais pas, mettons tous les 10 mètres, vous allez mettre un plan à 10 mètres et un plan à 11 mètres. D'accord? Ces deux-là vont se développer. Et quand nos 4,50 m de billes seront atteints, là, il faudra absolument se faire violence pour en couper un sur deux. Donc très jeune, très tôt. Il ne faut pas attendre là. Là, si vous attendez, vous compromettez l'équilibre de l'arbre, de celui que vous allez garder.
Mais vous êtes beaucoup plus sûr, vous doublez vos chances d'avoir que des arbres bien conformés. Par contre, ça vous coûte plus cher à l'installation, plus de travail. Tout dépend de ce qu'on recherche, là encore. Voilà. J'ai brossé très rapidement de la réflexion à notre arbre bien conformé. Est-ce que vous avez des questions ?